Ok, donc hello hello. Aujourd'hui on se retrouve sur le chapitre 2 de Macro. Donc c'est un chapitre sur la monnaie. Il est assez dense. Si vous avez des questions, surtout, enfin n'hésitez pas à venir me les poser en DM ou même on a un groupe pour ça. Et puis on va commencer, hein. Donc, d'abord, la monnaie, ça a plusieurs fonctions, que ce soit pour garder la valeur, pour enfin, faire des échanges. Avant, c'était le troc, donc c'est pour ça que c'est quand même un peu une révolution. Et puis surtout, pour pouvoir comparer les choses, on a un seul indicateur. C'est comme le centimètre. À l'époque, il y avait les pieds, les nœuds, enfin, il y avait plein d'unités de mesure et surtout, ça changeait très régulièrement. Là, on en a un, il est fiable et surtout, on a des équivalences avec à peu près tout, hein. Voilà. Ensuite, les catégories de monnaie. Divisionnaire, c'est les toutes petites pièces. La monnaie fiduciaire, c'est tout ce qui est billets. Et après, tout ce qui est scriptural, c'est tout ce qui est virtuel, c'est ce qu'on a sur notre compte en banque. Ensuite, comment on crée la monnaie? Et là, ça, c'est une bonne question. Si je prends par exemple l'exemple de Joséphine, Joséphine, elle a besoin d'argent, bah, elle va faire un emprunt à la BNP. Donc, ce que la BNP, elle fait, c'est qu'elle va littéralement prendre son ordinateur, le banquier il va prendre son ordinateur et il va faire plus 1000 € non Joséphine. Et c'est exactement comme ça que ça se passe. Donc, le compte de Joséphine, elle a 1000 € dessus, mais maintenant, elle veut retirer de l'argent. Mais sauf que la BNP, bah, enfin, elle a juste écrit sur le compte que Joséphine, elle avait 1000 €. Donc, enfin, la banque, elle a besoin de billets. Et ces billets, ils vont être achetés à la Banque centrale sous forme d'emprunt. Euh, et donc, du coup, ça crée une relation commerciale entre les deux. Et là, c'est là que ça devient un peu intéressant parce que de la même manière que Joséphine a une relation commerciale avec la BNP a une relation commerciale avec la BCE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Joséphine ne rembourse pas la BNP ne peut pas rembourser la BCE, et donc en gros, tout le système fait faillite. Et inversement, si la BNP fait faillite, bah, Joséphine elle perd tout son argent. Ou si la BCE fait faillite, eh ben, la BNP perd tout son argent. Et donc Joséphine perd tout son argent. Parce que la BNP pourra potentiellement faire faillite si la BCE fait faillite. Maintenant, la BNP, bah, elle va rembourser sa dette avec des dollars. Et là, en fait, ça va créer encore une autre relation qui va être la relation avec les taux de change internationaux. Et en fait, tout simplement, ça va continuer à créer des relations, et notamment jusqu'à la relation avec les États. C'est-à-dire que jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, la BCE, elle était indépendante des États et elle n'avait pas le droit de prêter à des États. À l'heure actuelle, c'est plus du tout le cas. La France a carrément emprunté à la BCE et ça veut dire que si l'État français fait faillite, la BCE perd son argent et si la BCE fait faillite, c'est-à-dire que la France enfin, perd son argent aussi. Donc, ça veut aussi dire qu'il y a des instruments politiques. La BCE, elle peut dire, bon, bah, je te prête plus d'argent, ou alors je t'augmente ton taux parce que bah, t'as pas fait telle réforme, telle réforme, telle réforme. Et ça, enfin, c'est-à-dire que la BCE, elle fait un peu de politique, et c'est généralement assez mauvais. Le multiplicateur de crédit, c'est une notion qui est très très présente dans le cours. Si vous vous souvenez bien, dans le chapitre 1, on avait vu exactement la même chose avec les multiplicateurs d'investissement. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tu mets 100 € sur ton compte. Joséphine, elle ouvre son compte, elle met 100 € dessus. La banque, elle sait que bah, tous les mois, 20% de l'argent qui est sur les comptes est retiré par les clients. C'est-à-dire que Joséphine, bah, tous les mois, en moyenne, donc ça c'est calculé, etc., elle retire 20% de son argent. Et la banque, elle doit former ce qu'on appelle les réserves obligatoires. C'est de l'argent qu'elle doit obligatoirement garder sur son compte pour des questions de sécurité. C'est la réglementation. Ça a été mis en place après 2008 et la banque qui a fait faillite. Ça veut dire que 28% de l'argent que Joséphine elle a mis doit être gardé par la banque parce qu'elle sait que sur l'année, ça va être retiré. Euh, mais ça veut dire qu'il lui reste 72 quand même. Et ces 72, en vrai, elle a tout intérêt à les prêter parce que sinon, c'est juste de l'argent qui dort, genre. Donc, du coup, bah, elle va les prêter à Charles. Et bah, de la même manière, il va y avoir 28% qui va être enlevé.
Et donc, du coup, ça veut dire qu'il va rester plus que 51,84 euros. Et bah, cet argent-là, il va encore être prêté. Parce que bah, sinon, c'est encore de l'argent gardé. Enfin, qui dort sur les comptes. Donc, du coup, on va continuer ça jusqu'à atteindre zéro, tout simplement. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle un peu la fuite, enfin, le processus de fuite, le fait d'avoir de l'argent qui part, donc les 28% en l'occurrence. Mais surtout, tout l'argent qui reste, c'est de l'argent que la banque a du coup prêté. Euh, tac. Sur les 100 euros que Joséphine elle a déposé sur son compte, la banque a pu prêter 357 euros. Donc ça veut dire que déjà ça crée énormément de dépendance parce que si un tel demande son argent un peu plus, un peu moins, nanana, la banque elle peut pas forcément y répondre. Donc c'est hyper dangereux par rapport à ça. Mais là c'est pas vraiment l'objectif. L'objectif c'est plutôt de se rendre compte que en fait ça va très vite et que en fait notre système, l'argent est très 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 peu significatif et qu'en fait, enfin, tout le monde prête à tout le monde et qu'en fait, ça crée énormément de relations entre les gens. En l'occurrence, si on part de 100 euros et qu'on atteint 357, c'est hyper bon pour l'investissement, comme on avait vu dans le premier chapitre avec le plus 1000 qui arrivait dans l'économie. Là, typiquement, c'est exactement ça. Ça peut carrément faire partie. Donc là, en l'occurrence, c'est par de l'emprunt. Ensuite, je vais parler de la théorie un peu de Fisher. Donc, c'est une théorie qui dit que la masse monétaire divisée par le prix, donc le prix, c'est le niveau de général des prix. Donc, c'est globalement combien coûte chaque bien dans l'économie en moyenne. Donc, ça, c'est calculé par les instituts de statistiques, etc., est égal à K, la propension des agents économiques à conserver un pourcentage de leurs revenus sous forme monétaire. Donc, c'est-à-dire que sur le revenu, donc la richesse réelle, que la personne elle a, et ben, la personne elle va garder une partie de son revenu pour, bah, enfin, n'importe, que ce soit parce qu'elle anticipe de mauvais événements ou parce que justement elle veut partir en vacances, elle veut. Nanana. Donc, c'est en fait une question un peu pratique aussi parce que c'est, à ce moment-là, donc ça c'est Pigou maintenant qui va parler de ça, c'est que à ce moment-là, en fait, ils se rendent compte que le salaire il est versé à la fin du mois et qu'en fait on met forcément une partie de notre revenu de côté en attendant la fin du mois parce que bah on n'est pas payé à chaque fois que on va à la boulangerie, etc. L'argent il n'arrive pas sur notre compte et il repart directement. Il y a un petit temps de latence, donc on a une demande de monnaie, c'est-à-dire que bah, moi je demande mon salaire pour vivre tout le mois. Mais et c'est pas instantané. Et ça, c'est quand même intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Et ben là, c'est là que arrive le modèle keynésien. C'est intéressant parce qu'en fait, ce modèle-là, il va aller beaucoup plus loin. Il va dire que on a trois motifs de pourquoi on veut de l'argent, mais on veut vraiment de l'argent pour de l'argent. C'est-à-dire qu'à la base, chez Pigou, on dit que on veut de l'argent, mais pour acheter des biens, et c'est tout. Alors que là, on dit que on veut de l'argent pour à la fois acheter des biens, donc là c'est transaction, satisfaire nos besoins courants. Euh, on veut aussi de l'argent pour un motif de précaution, donc ça c'est dans l'attente d'un événement malheureux. Par exemple, votre voiture elle casse, bon bah enfin, forcément vous allez enfin vous allez avoir besoin d'argent. Mais il y a aussi un autre truc, c'est la spéculation. Et là, c'est vraiment demander de l'argent pour de l'argent. C'est pas en anticipant des dépenses, pardon, etc. C'est vraiment, on demande de l'argent pour pouvoir l'investir plus tard, parce qu'on pense qu'il va être plus rentable, parce que on pense que bah, il va bientôt y avoir un événement heureux, que ce soit financier ou enfin une opportunité d'investissement, par exemple. C'est, c'est vraiment, pour le coup, on demande de l'argent parce qu'on veut avoir de l'argent. Euh, et là, ça, c'est là qu'on va commencer à comprendre les choses. C'est qu'en fait, on va relier ça avec le marché des actifs. Donc, que ce soit des obligations ou des actions, etc. Donc, si on anticipe une baisse en fait des taux, donc là, en l'occurrence, si le taux d'intérêt il est à 8% cette année et que on dit qu'en fin d'année, il sera de 5%, on anticipe une baisse des taux. Et
normalement, vous avez vu en cours, si vous voulez, on peut revenir dessus en présentiel ou même, enfin, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Mais lorsque c'est les formules en fait, d'actualisation et des obligations, de valorisation des obligations, euh, lorsque le taux baisse, le prix des titres va augmenter. Et donc, du coup, les gens vont vouloir bah, les acheter. Parce que tout le monde en achète, parce que les prix ils augmentent. Donc, moi aussi, j'ai envie d'en profiter. Et à l'inverse, eh ben, va y avoir des gens qui, eux, anticipent une baisse des taux. Une augmentation, pardon, des taux. Donc là, en l'occurrence, on passe d'un taux de 3% à 5%. Une hausse des taux, ça veut dire que la valeur des titres, elle devrait baisser. Donc là, c'est purement mathématique. On peut y revenir, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire que tout le monde vend. Donc du coup, bah, moi aussi, j'ai envie de vendre. Enfin, j'ai pas envie de perdre d'argent, ce serait un peu débile. Et là, c'est là qu'on va arriver justement à tout ce qui est trappe de liquidité. C'est-à-dire que pendant une longue période, les titres, ils ont baissé, enfin, les taux directeurs, pardon, ont baissé. Et donc, du coup, bah, c'est hyper intéressant les taux directeurs qui baissent parce que, bah, comme on a vu là, c'est-à-dire que la valeur des titres, elle monte. Mais c'est un phénomène qui dure pas longtemps. C'est-à-dire que, enfin, une fois que le taux il est à, je sais pas, 1%, l'investisseur il se dit, bon, bah là, forcément, je pense que ça va remonter. Et il est arrivé en Europe que les taux aillent même en dessous des 1% et voire même des 0% pour certains cas. Ça, c'est quand même très mauvais signe et généralement, les investisseurs anticipent une hausse des taux. Une hausse des taux égale une baisse des titres. Et donc là, ça veut dire que on arrive dans la trappe à liquidité, c'est on n'arrive même plus à baisser le taux pour que les investisseurs achètent. C'est-à-dire que les investisseurs, ils savent que le taux, il ne pourra pas baisser plus bas. Et donc, du coup, ils veulent plus rien acheter. Voire même, ils commencent un peu à vendre parce qu'ils savent qu'il va pas redescendre plus bas. Et donc, c'est ce qu'on appelle la trappe de liquidité. C'est-à-dire que les gens bah, veulent leur argent. Et maintenant, en fait, tout simplement. Voilà, voilà. Donc là, globalement, on a traité un peu des principaux aspects du chapitre 2. On pourra revenir dessus, il y a encore une fois aucun souci. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt.